Quelle image vous vient à l'esprit lorsqu'on prononce le mot « château » ? Votre esprit imagine probablement des scènes de contes de fées, des tours élancées, des bannières ondulant au vent, et des dames élégantes vêtues de tenues luxueuses regardant par les balcons. Oubliez presque toutes les images des films hollywoodiens. En réalité, un château médiéval n'était pas d'abord et avant tout une maison. C'était un arsenal. Pour comprendre l'essence d'un château, visualisez un fort militaire plutôt qu'un palais royal. Pensez à un véhicule blindé moderne ou un navire de guerre. Son rôle principal n'était pas de divertir les convives aux réjouissances élaborées, mais de contrôler des terres, protéger son propriétaire et supporter des assauts incessants. Chaque attribut architectural s'orientait vers cet objectif. L'importance du confort était minime, même s'il était reconnu. Réfléchissez, les murs solides n'étaient pas symboliques. Ils étaient conçus pour repousser les attaques et les armes lourdes. Les fenêtres étroites destinées aux archers n'avaient pas pour fonction de voir le paysage, mais de permettre des tirs protégés. Ces escaliers en colimaçon célèbres, toujours enroulés dans le sens des aiguilles d'une montre, forçaient les assaillants à lutter contre l'efficacité de leur épée. La vie à l'intérieur de ce monolithe imposant ressemblait davantage à un échec tragique qu'à un conte enchanté. Les pièces internes dégageaient une froideur insoutenable et une lumière réduite. L'air traversant les couloirs de pierre risquait d'éteindre les feux, tandis qu'une humidité constante pénétrait votre être, même à côté d'une cheminée enflammée. L'air était saturé de fumée, de cendres et franchement d'odeurs désagréables. Un château n'était pas un refuge sécurisé, c'était une forteresse sombre et fonctionnelle, un rempart de sécurité dans un environnement mortel. Cette vision servira de base à notre analyse de ses caractéristiques. Si une citadelle fonctionnait comme un système de guerre mécanisé, elle nécessitait une équipe qualifiée pour la faire tourner. Envisagez-le non pas comme une résidence privée, mais comme un siège d'entreprise actif intégré à un poste stratégique. C'était une communauté autonome dotée d'une structure stricte et bien définie. Chaque personne, du noble dans sa chambre privée à la servante de cuisine frottant des récipients, avait une fonction particulière et la survie de tous reposait sur l'exécution de chaque tâche assignée. Le sommet de cette hiérarchie était évidemment le seigneur et sa famille. Il incarnait les postes de directeur général, chef des forces armées et juge suprême en une seule personne. Son ordre était la loi absolue. Il détenait la forteresse et les terres environnantes, ses devoirs principaux incluant la protection de son domaine, le leadership dans les combats et l'application de la loi. Son épouse, l'administratrice du château, n'avait rien à voir avec une victime sans défense. Elle fonctionnait comme la responsable des tâches quotidiennes. Pendant ses longs séjours absents, fréquents en raison de campagnes militaires ou de devoirs officiels, elle supervisait le système logistique de la propriété, maintenait le ravitaillement et pouvait commander les défenses en cas d'assaut. Directement en dessous d'eux se trouvaient les cadres supérieurs. Cela comprenait les chevaliers, les guerriers élites qui formaient le noyau d'acier du château. Ils étaient des vassaux qui juraient de fidélité et offraient un soutien militaire aux seigneurs en échange de terres ou d'entretien. La gestion quotidienne était assurée par les administrateurs principaux. Le steward, ou sénéchal, était le principal administrateur gérant les finances du château et ses affaires internes. Le connétable commandait les forces de sécurité, gérant la garnison et les défenses du château. Le maréchal supervisait les écuries, un poste essentiel car les chevaux agissaient comme les chars et les hélicoptères de transport de l'époque médiévale. Ensuite venaient les travailleurs qualifiés, les spécialistes chargés de maintenir le fonctionnement. Le chapelain s'occupait des besoins spirituels des habitants du château. Les artisans comme les forgerons, charpentiers et maçons constituaient le service d'ingénierie indispensable, réparant en permanence les murs, forgeant des armes et entretenant l'équipement. Dans les cuisines en bas, les cuisiniers, boulangers et brasseurs travaillaient sans relâche pour nourrir les centaines de personnes vivant à l'intérieur des murailles. En bas de la pyramide se trouvait la plus grande faction, les soldats et les serviteurs. Les soldats d'infanterie formaient l'essentiel de la garnison, des troupes professionnelles chargées de défendre les murailles. Ensuite venaient les centaines de servants, soigneurs de chevaux, écuriers, blanchisseuses, servantes de cuisine et messagers.
Il constituait la force invisible du château, accomplissant des tâches incessantes et pénibles qui assuraient le quotidien de tous. Ce n'était pas un château silencieux et désert. Il était un centre animé de mouvements constants. Oubliez le sommeil prolongé du week-end. Dans un château médiéval, la journée était guidée par la montée du soleil, entamant dès que les premières lueurs filtraient à travers les fentes étroites. Un appel de trompette ou le carillon de la chapelle annonçait l'aube, réveillant la citadelle comme si elle avait été brusquement perturbée. Le matin débutait non par des banquets dépensiers, mais par des repas modestes et fonctionnels. Le petit déjeuner de la plupart des gens comprenait un pain rugueux, parfois du fromage, ou des restes des provisions de la veille, arrosés d'un gobelet de bière timide ou de houblon. L'eau était souvent insalubre, rendant la bière à faible alcool le breuvage de prédilection pour tous, y compris les enfants. Plus tard, le château s'emplissait d'une activité constante. Le seigneur pourrait tenir son conseil dans la grande salle, le pôle central du château servant à la fois de bureau, de tribunal et de salle à manger. Ici, il entendait les conflits des villageois, discutait avec son intendant sur la gestion des terres ou concevait des manœuvres militaires. Pendant ce temps, dans la cour extérieure, la cour, l'air résonnait des bruits de métal heurtant le métal alors que les chevaliers et les soldats s'entraînaient sans relâche, perfectionnant leur combat au sabre et leur tir à l'arc. Ce n'était pas une démonstration. L'entraînement régulier assurait la survie. La souveraine du château exerçait un pouvoir exclusif. Elle supervisait les aires de préparation, contrôlait les stocks de nourriture et de boissons, et organisait le personnel. Ces soirées pouvaient se dérouler dans la salle privée, réservée à la famille, où elle s'occupait de broderie ou de l'éducation de ses enfants, tout en gérant le château. Pour la multitude de domestiques, chaque jour consistait en une série ininterrompue de tâches exigeantes, puiser de l'eau du puits, entretenir les feux, un travail à temps plein, nettoyer les sols avec du sable et des mélanges parfumés, et préparer le plat principal de la journée. Ce repas, appelé dîner, était servi de manière inattendue tôt, généralement entre 10h et midi. C'était l'événement social le plus marquant de la journée. Tous les participants se rassemblèrent dans la salle grande, placée selon leur statut. Le seigneur, sa famille et les invités prestigieux s'installaient à la table d'honneur sur une estrade, tandis que le reste des convives se disposait sur des bancs longs, en dessous. La nourriture était abondante, mais pas toujours raffinée. On pourrait trouver des viandes grillées, des ragoûts épais appelés pottage, des pâtisseries et du pain. Les épices étaient souvent utilisées, généralement pour cacher le fait que la viande n'était pas tout à fait fraîche. Oubliez les fourchettes, elles ne deviendraient populaires que des siècles plus tard. Les gens mangeaient avec un couteau, une cuillère et leurs doigts. L'après-midi était dédié à de plus longs labeurs ou, pour la noblesse, à des loisirs. Le seigneur et ses chevaliers pouvaient s'adonner à la chasse ou à la falconnerie, des loisirs fournissant à la fois du divertissement et de la nourriture pour les privilégiés. À mesure que le crépuscule approchait et que les ombres s'assombrissaient, l'activité du château diminuait. Un repas frugal fut servi, puis les habitants se réunirent à nouveau dans la salle principale, illuminée par des flammes vacillantes et un foyer central. Les distractions étaient modestes. Des artistes ambulants pouvaient divertir ou les visiteurs s'adonnaient aux échecs, aux dés et aux chansons. Le coucher de soleil signalait l'heure du repos. Les bougies étaient des luxes coûteux, laissant peu d'alternatives une fois la nuit venue. Le couple noble s'isolait dans ses chambres sises en retrait, souvent équipées d'un lit à baldaquin majestueux entouré de rideaux épais pour l'isolation et l'intimité. Cependant, pour beaucoup, le sommeil était une activité commune. Les serviteurs et les soldats déployaient leurs tapis de paille sur le sol de la grande salle, où s'adjugeait un recoin dans la cave, prêts à se lever à l'aube pour recommencer. Occupons-nous de la question évidente. Comment les résidents d'une forteresse de pierre, surpeuplée de centaines de personnes, s'occupaient-ils de l'hygiène quotidienne ? La réalité était un monde éloigné de notre monde moderne, avec des toilettes à chasse d'eau et des douches quotidiennes. C'était un univers de solutions ingénieuses, de modes de vie partagés et d'odeurs qui éloigneraient un odorat moderne. D'abord, l'installation sanitaire. La solution la plus proche qu'avait un château pour une toilette privée était la garde-robe.
Cela correspondait en fait à une petite pièce de pierre intégrée à l'épaisseur du mur extérieur avec un trou au sol. Les excréments descendaient directement le long de l'extérieur du château, souvent tombant dans le fossé en dessous. Le charme du fossé entourant la forteresse était souvent une décharge ouverte et boueuse. Le mot « garde-robe » provient vraisemblablement de l'usage de suspendre des vêtements dans ces puits où les vapeurs d'urine éloignaient les nuisibles. Les personnes sans accès à la garde-robe utilisaient des récipients simples, vidés par les fenêtres, sans formalité. Vous appreniez rapidement à ne pas marcher sur les zones délicates dans la cour du château. Qu'en est-il des habitudes d'hygiène ? Contrairement aux croyances selon lesquelles les gens médiévaux ignoraient l'hygiène, les bains étaient pratiqués. Ce n'était pas une activité courante ou solitaire. Cela impliquait un travail et était inusuel pour la plupart. Le bain nécessitait des serviteurs transportant plusieurs récipients d'eau chaude vers un grand bac en bois, généralement proche d'une source de chaleur. Pour la noblesse, le bain représentait un moment de rassemblement, un moyen de se détendre et de discuter avec des hôtes. Cependant, pour les résidents ordinaires du château, un bain complet constituait un luxe exceptionnel. Une toilette rapide des mains et du visage avec un bac d'eau froide était courante. Assurer la propreté du château demandait une lutte perpétuelle. Les dalles massives de pierre étaient recouvertes de roseaux ou de paille. Ce n'était pas uniquement pour le réchauffement, c'était une méthode pratique pour absorber les débordements, les graisses, les résidus alimentaires et les déjections animales. Les chiens erraient librement. Lorsque la paille devenait trop sale, elle n'était pas soigneusement nettoyée mais rapidement retirée et remplacée par un nouveau tas. L'air aurait été chargé d'un mélange puissant d'odeurs, la fumée des poêles, la viande grillée des cuisines, la transpiration des foules mal rangées et mal propres, ainsi que l'arôme des latrines proches et des bêtes. Les soins médicaux étaient réduits au strict minimum. La maîtresse du château assumait souvent le rôle de médecin principal, employant des remèdes à base de plantes transmis de génération en génération pour traiter les maladies courantes. Une blessure grave causée par un affrontement ou un incident mineur pouvait rapidement entraîner une issue fatale. En l'absence de compréhension des agents pathogènes ou des micro-organismes, les maladies se propageaient sans contrôle, avec la survie liée au hasard et à la résilience. Dans ces circonstances, préserver la santé impliquait supporter les épreuves constantes des structures médiévales. C'était le contexte pour lequel la forteresse avait été conçue. Dès que le garde sur les remparts sonna l'alerte, la forteresse passa d'un lieu actif à un dispositif hermétique et meurtrier. Un siège n'était pas un affrontement rapide et héroïque, c'était un jeu tactique épuisant où la maîtrise technique, la résilience mentale et la persévérance décidaient du vainqueur. Les défenseurs, souvent inférieurs en nombre, disposaient d'un seul avantage décisif, le château lui-même. La première barrière n'était pas la configuration des murs. C'était le fossé, un large tranchée, soit inondé, soit laissé vide avec des piquets pointus sur le fond. Son objectif était évident, empêcher les assaillants d'accéder rapidement aux fondations des murs grâce à leurs engins de siège et leurs massues. Pour traverser, l'adversaire devait établir des passerelles ou combler le fossé sous les projectiles descendus du ciel. Si les envahisseurs parvenaient à la forteresse centrale, la véritable bataille commençait. Les murs abrupts en pierre, appelés murs de couronnement, formaient la défense centrale de la forteresse. Surplombant ces structures, les remparts comptèrent des ouvertures pour les archers et des sections compactes pour se cacher. Depuis ce point, les défenseurs pouvaient lancer une vague ininterrompue de carnage. Outre les flèches, ils lançaient des rochers lourds, versaient de l'eau bouillante ou déployaient de la chaux vive, un composé pouvant aveugler les attaquants. Contrairement aux représentations filmées, l'huile chaude était rarement utilisée. Elle était d'une grande valeur et inaccessible. L'eau bouillante remplissait pleinement son objectif. Certains châteaux abritaient des stratagèmes encore plus sournois. Les structures en pierre surplombantes, appelées machicolations, comportaient des ouvertures dans le sol, permettant aux défenseurs de jeter des objets mortels directement sur les têtes de ceux qui tentaient d'escalader ou de détruire le mur en dessous. L'entrée principale, systématiquement le point le plus faible, était rigoureusement sécurisée. Elle était généralement équipée d'un pont-levis et d'une porte solide en fer ou en bois, appelée portail, pouvant être abaissée en un clin d'œil.
Ce couloir était régulièrement entouré d'une tour de garde, un bâtiment intimidant doté de chambres de garde et de fentes dans le plafond du couloir pour repousser les assaillants. Le bastion ultime était la tour forte, désignée comme donjon. C'était la tour sécurisée au centre de la forteresse, une citadelle intégrée dans une autre citadelle. Si les défenses extérieures étaient brisées, les défenseurs se réfugieraient dans la forteresse centrale pour une dernière résistance. Il comprenait une source d'eau autonome, des réserves alimentaires et des logements, conçus pour supporter une longue isolement après la chute de la forteresse principale. Une offensive comprenait une lutte pour la résistance et la persévérance. Les assaillants cherchaient à affaiblir la garnison par la famine, à détruire les murs avec des armes lancées ou à miner les défenses en creusant sous elles. Les défenseurs devaient donc contrôler les ressources, réparer les fissures structurelles et résister à l'épuisement mental et physique. Dans ce contexte apocalyptique, chaque détail architectural du château, des plus hautes tours jusqu'aux dispositions des escaliers, subissait une évaluation rigoureuse. Les récits chevaleresques représentaient souvent les femmes comme des trophées passifs à remporter, mais la réalité de la vie en forteresse révélait des nuances plus complexes. La forteresse dépassait les sphères réservées aux hommes, fonctionnant comme un réseau autonome où les femmes et les enfants assumaient des rôles fondamentaux, mais limités. Leur quotidien constituait un tissu complexe mêlant devoirs, responsabilités et efforts constants. La femme la plus influente, par nécessité, portait le titre de maîtresse de la forteresse. Elle occupait le poste de maîtresse du château, gardienne des clés et dirigeante du domaine intérieur. Son signe de pouvoir était un grand trousseau de clés accroché à sa ceinture, garantissant un accès libre à chaque pièce de stockage. Elle gérait un ménage vaste, supervisant les approvisionnements, la fabrication de tissus, le contrôle du personnel et l'équilibre économique. Lorsque son mari était en campagne militaire ou en obligation royale, des déplacements réguliers, la charge totale de gérer et de défendre la forteresse incombait à elle. Des chroniques historiques mentionnent des cas de femmes nobles qui ont mené personnellement la défense de leurs biens lors de sièges ennemis. En dessous de son statut se trouvaient les autres femmes du château, les suivantes, les cuisinières, les lessiveuses, les filandières et les servantes. Leur quotidien se résumait à une peine sans fin. Ils se levaient avant l'aube pour allumer les feux, préparer le pain, brasser la bière et nettoyer les chambres. Leur journée se déroulait dans des cuisines enfumées, des maisons de lessive humides au bord de la rivière ou dans la tissage de tissus pour vêtir l'ensemble du domaine. Leur travail était vital, soutenant le fondement de la vie quotidienne du château. Le concept de l'enfance, tel qu'habituellement compris, n'existait pas. Une initiation brève et exigeante aux exigences rigoureuses de la maturité. Dès l'âge de l'enfance, les enfants étaient formés à leurs responsabilités sociales. Pour les fils de la noblesse, la vie suivait un itinéraire prévu menant à la condition de chevalier. Vers l'âge de 7 ans, un adolescent était transféré dans la citadelle d'un seigneur pour commencer son apprentissage de page, maîtrisant les règles de politesse et les bases de la guerre. À l'adolescence, il devenait écuyer, aidant un chevalier de manière immédiate, entretenant son armure et son cheval et l'accompagnant sur le champ de bataille. Pour la fille d'un noble, l'éducation portait sur l'organisation du ménage et les plans stratégiques. Sous l'égide de sa mère, elle développait des compétences pour administrer un ménage, maîtrisant la broderie, les instruments musicaux et la lecture. Son objectif principal consistait à établir un lien solide pour sa famille par un mariage planifié, souvent décidé dès l'enfance. Les enfants des domestiques et des militaires menèrent une vie encore plus simple. Ils entreprenèrent des tâches dès leur aptitude, aidant dans les cuisines, les écuries ou les champs, leur destin fixé par leur naissance. Aucun espace pour la paresse. Chaque individu avait une tâche à accomplir dans ce monde fortifié. Pendant des générations, la citadelle de pierre dominait sans conteste. Il incarnait un pouvoir absolu, stabilisait les systèmes féodaux et agissait comme un bastion presque imprenable. Une forteresse conçue avec soin et équipée en abondance pouvait résister à des assauts prolongés s'étendant sur plusieurs mois ou même plusieurs années. Toutefois, le monde évoluait et une percée technologique de l'Est menaçait de rendre ces forteresses gigantesques obsolètes. Cette avancée était centrée sur la poudre noire.
L'arrivée des canons sur les champs de bataille européens au XIVe et XVe siècle transforma la guerre. Les premiers canons étaient primitifs, instables et pénibles à charger, mais leur pouvoir destructeur était évident. Un engin de siège pourrait endommager progressivement les fortifications d'un château pendant des mois, tandis qu'un projectile pourrait les traverser rapidement. Aspect qui rendait les forteresses invulnérables, des murs de pierre verticaux et épais devint leur point faible. Mais plutôt que d'absorber la force d'un missile en pierre, un mur élevé devenait un objectif plus grand et immobile pour les canons. Un impact précis ne déplaçait pas seulement quelques pierres, il pouvait fissurer une section entière, créant un large dégât. Les ingénieurs militaires révisèrent rapidement leurs plans. Nouvelles fortifications, appelées forteresses en étoile, étaient construites avec des murs plus basses et renforcées par des remparts en terre, plus efficaces contre les obus. Les forteresses classiques, avec leurs tours élevées, étaient impuissantes face aux armes à feu. Le siège célèbre de Constantinople en 1453, où des canons géants ont abattu des murailles datant de 1000 ans, a marqué un tournant décisif. L'ère des châteaux s'est achevée. À la même époque, le dispositif politique connaissait des transformations. Des souverains puissants et des institutions centralisées apparurent, éclipsant l'autorité fragmentée des nobles locaux. Les souverains gérant des armées nationales et des flux de revenus pouvaient se procurer des armes coûteuses, contrairement aux nobles isolés. Cette centralisation du pouvoir entraîna une réduction des luttes entre les aristocrates. L'importance d'un refuge personnel pour défendre sa famille et ses terres commença à s'estomper. À mesure que leur pertinence militaire s'effritait, les châteaux entreprirent une longue transformation. Certains furent désertés, tombant dans des ruines pittoresques, lentement recouverts par la nature. D'autres furent transformés en vastes demeures champêtres et élégants habitats. Les éléments de défense, les fossés, les créneaux et les meurtrières furent soit démontés, soit conservés comme éléments romantiques et décoratifs. Le centre d'intérêt a changé de la défense vers le confort, de l'engin de guerre vers une habitation raffinée. La grande salle froide a été remplacée par des salons raffinés et de vastes baies vitrées ont été intégrées pour amener la lumière naturelle. Aujourd'hui, ces énormes structures en pierre fonctionnent comme des témoins silencieux d'une époque perdue. Ils ne sont plus des centres de commandement ou des bastions impitoyables de résilience qu'ils incarnaient auparavant. Plutôt, ils agissent comme des portes vers le passé, incitant notre réflexion par des récits de combattants, d'invasions et d'une période où la vie était plus pénible, mais moins compliquée. Ils nous alertent que même le plus résistant édifice peut s'effondrer grâce à une innovation.